Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, on accueille Patrick Béja. Patrick Béja a probablement le titre du premier podcasteur professionnel en France. Et il est la première personne à avoir pu vivre en France directement de son podcast. Il se décrit aussi comme un artisan du podcast, quelqu'un qui aime faire les choses bien et les faire lui-même. Patrick a commencé dans le podcast en 2006 avec un podcast qui s'appelait Azeroth, qui traitait comme ceux qui, à l'époque, ont joué à World of Warcraft, se souviennent du jeu en ligne World of Warcraft. Plus tard, il a travaillé directement chez Blizzard dans le département relations presse. Donc Blizzard, bien sûr, c'est l'éditeur qui produit ce jeu vidéo World of Warcraft. Suite à ça, il a lancé le podcast Rendez-vous Tech, qui est un de ses plus gros podcasts et son podcast actuel, qu'il a pu, dès 2014, financer grâce à Patreon. Donc en 2014, il a fait un appel pour du financement participatif et il a pu en vivre depuis cette période, ce qui lui a permis de quitter son job. Il est fondateur de nombreux podcasts, à la fois en français et en anglais. En français, il a le fameux Rendez-vous Tech, il a le Rendez-vous Jeu sur les jeux vidéo, il a le podcast Positron qui est classé dans film et télé. En langue anglaise, il a deux principaux podcasts, un qui s'appelle The Phileas Club qui met des discussions sur l'actualité, le monde, la culture, etc. Et un qui s'appelle Pixels qui est également un podcast de jeux vidéo et il intervient sur différents podcasts, dont un podcast sur World of Warcraft, toujours en anglais, sur lequel il intervient, un podcast de tech, etc. Et Patrick a pas mal d'autres projets dans le milieu du podcast, mais on peut voir qu'il s'est construit un petit écosystème, un petit empire de podcasts estampillé Patrick Béja. Donc aujourd'hui, c'est un podcast à écouter si vous êtes intéressé par le podcast, comment on le finance, comment on gagne sa vie avec, comment fonctionne l'écosystème. Donc on va parler de financement participatif, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que les gens donnent, on va parler de pub, est-ce qu'il faut faire de la pub ou du financement participatif, qu'est-ce que marche le mieux pour Patrick sur son podcast et puis également sur le côté vidéo. Parce qu'on va également comparer YouTube au podcast, c'est une question qui revient souvent chez les auditeurs, c'est-à-dire je me lance, j'ai un nouveau business, j'ai un truc que j'ai envie de monter. Est-ce qu'il faut que je fasse du YouTube et du podcast? Et avec Patrick, on va élaborer une réponse. On va parler de l'écosystème du podcast. En 2006, quand Patrick a commencé et que c'était essentiellement l'âge de pierre du podcast, versus aujourd'hui et tout ce qui a pu changer depuis. On va parler de comment est-ce qu'on peut faire connaître un podcast, comment est-ce qu'on fait la promotion d'un podcast, comment est-ce qu'un podcast trouve des auditeurs et comment est-ce qu'un podcast grossit sur le temps. Finalement, on va parler d'être un artisan. On va parler de qu'est-ce que c'est que de vivre de la création du contenu, d'être une personne qui tous les matins se lève et se dit il faut que je crée cette émission, il faut que cette émission elle soit super et si elle est super je vais gagner ma vie et c'est mon travail. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, notamment pour quelqu'un qui comme Patrick vit de ce financement participatif, vit du fait que les gens ont créé cette relation particulière avec lui et ont envie de le soutenir. Dernière petite remarque avant de commencer l'émission, en parlant de personne qui n'est pas très professionnelle dans le podcasting, on va parler de Stan Leloup. Problème de micro, 5 premières minutes du podcast, mon son est pas terrible de mon côté. Heureusement, c'est principalement Patrick qui parle. Je m'excuse de ça. Au bout de 5 minutes, vous allez voir que tout rentre dans l'ordre et vous avez le magnifique son du micro correctement branché. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Patrick Béja. Bonjour Patrick et bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Donc, on en discutait un poil avant d'enregistrer, mais la raison pour laquelle j'étais intéressé pour te parler, c'est parce que selon mes recherches, et moi mes recherches elles datent de 2015 quand j'ai commencé le podcast Marketing Mania, et on s'est dit Patrick Béja c'est la première personne en France à être podcasteur professionnel, c'est-à-dire une personne qui gagne sa vie directement avec son podcast, et tu me disais que l'estimation te semble à peu près correcte. Ouais, et surtout à l'époque, je venais de me lancer en tant que professionnel. Je fais du podcast depuis bien plus longtemps que ça, mais j'en vis depuis, on va dire, fin 2014. Donc à cette époque, je peux te dire qu'effectivement, il y en avait très très peu. Et je pense que, en tout cas, en tant que vrai indépendant, j'étais le seul à en vivre à temps plein. Ouais. Parce que beaucoup de gens vont, surtout des gens qui vont être invités sur ce podcast, vont avoir un podcast ou une chaîne YouTube ou un blog, mais la manière dont ils monétisent, c'est en vendant un produit. Que ce soit des formations, du coaching, des événements, des produits X ou Y. Toi, tu monétisais en 2014 avec le financement participatif, donc le Patreon. Donc les gens finançaient pour financer le podcast, pas pour financer un produit annexe dont le podcast était un marketing. Donc le podcast pour lequel à cette époque tu avais une magnifique vidéo d'ailleurs que j'ai revue de 2014 où tu es dans ta cuisine et on voit ton micro en arrière-plan et tu l'as toujours sur ton site, ce qui est assez cool parce que ça fait le côté un peu tu vois, Old school. Là où tout a commencé, tu vois, tout a commencé dans la vidéo que tu as fait en 2014 pour le podcast du coup Rendez-vous Tech. C'est ça, oui. En fait, comme je te le disais,
c'est marrant quand tu décris comment dire, l'initiative de certains qui se lancent dans le podcast, parce que même si j'en vis maintenant depuis un bon moment et je dirais même assez confortablement, c'était pas du tout mon approche à la base. Moi, quand je me suis lancé, j'ai commencé en 2006. Et j'ai commencé vraiment parce que c'était quelque chose qui me plaisait et que le média podcast me plaisait en tant que média podcast. C'est un truc qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Bon, maintenant les gens connaissent, mais c'est quand même très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Même des médias récents comme YouTube ou d'autres, ou Twitch ou ce genre de choses, le podcast c'est assez unique. Et moi, c'est un format dont je suis vraiment tombé amoureux. Et donc je le fais pour faire du podcast à la base. C'est pas un outil que j'utilise pour mettre en valeur autre chose. Ouais. Et dans cette optique, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est la communauté. Pour moi, le podcast, c'est un moyen de parler à et de trouver une communauté qui me correspond, qui me plaît, qui est intéressée par les sujets qui m'intéressent, qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus mainstream, mais qui à l'époque l'étaient beaucoup moins. Moi, quand j'ai lancé le Rendez-vous Tech en 2009, parler de tech pendant 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures par semaine, tu vois, c'était un truc qui existait nulle part ailleurs. Et donc, il y a eu un petit peu cette... enfin, nulle part ailleurs qu'en podcast, j'entends. Et donc, il y a eu un petit peu cette agglomération de gens qui se sont retrouvés et qui se sont reconnus dans ce type de passion et ce type de discours. Et donc, à la base, c'est un élément hyper important à prendre en compte pour comprendre pourquoi le financement participatif a fonctionné quand j'ai fini par me lancer là-dedans. Oui. Donc c'est aussi simplement un élément de patience, c'est-à-dire que le financement participatif, tu vas probablement pas dans ta première année pouvoir le lancer avec énormément de succès. Toi, il y a aussi un côté où le financement participatif arrive essentiellement 8 ans après le début de ton premier podcast, qui était en 2006, c'était le podcast sur World of Warcraft. Tout à fait, ouais. Oui, je crois que il y a beaucoup de gens qui prennent les choses un petit peu à l'envers. Il faut bien comprendre ce que c'est le financement participatif. Même quand on offre des contenus bonus et des choses exclusives, essentiellement, le financement participatif dans ce genre de domaine, c'est demander à des gens de donner de l'argent pour un truc qu'ils peuvent obtenir gratuitement. C'est vraiment... Et en plus, on a tellement de contenu partout sur Internet que même des podcasts tech, aujourd'hui il y en a beaucoup, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, mais aujourd'hui il y en a vraiment beaucoup. Et donc, si jamais les gens veulent un podcast tech, ils ont l'embarras du choix, ils ne sont pas obligés de venir chez moi. Donc le financement participatif, c'est vraiment demander à des gens de te donner de l'argent alors qu'ils ne sont pas obligés. Et pour ça, un élément essentiel, je crois, c'est qu'ils aient envie de te donner à toi de l'argent. C'est que les gens qui me soutiennent, ils ont envie de me soutenir moi. Et pour arriver à ce stade, je crois qu'il est essentiel de construire une communauté et d'avoir une relation qui est très particulière avec l'audience, une relation qui est vraiment privilégiée. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend bien qu'on ne peut pas, au bout de 3 mois, commencer à demander de l'argent aux gens, parce que, à moins qu'on soit déjà connu par ailleurs ou qu'on ait déjà une certaine notoriété par ailleurs, bah, forcément, ça va pas fonctionner, je crois. J'étais sur mon micro depuis tout à l'heure, peu importe. Mais maintenant, tu as une voix tellement plus chaude et enveloppante, c'est merveilleux. Ça va être un peu vieux. Et, Gilles me pardonnera de mon crime. De Gilles, qui est du coup mon monteur son, qui fait un excellent boulot sur les émissions et qui voilà, je te promets. Je pense qu'il va te faire les gros yeux. Hein. Il va pas être content. Excuse-moi. Erreur totale de ma part de débutant. On est sur la journée. Sur la question du financement participatif, du coup, les gens te donnent de l'argent, pas pour recevoir quelque chose en échange, parce qu'ils ont envie. J'imagine que tu as passé beaucoup de temps à interagir avec ces personnes, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là. Toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'eux, ils en tirent en retour, en fait? Quelle est la dynamique émotionnelle ou psychologique qui font qu'eux, ils se disent « Bah tiens, moi, je vais continuer à donner de l'argent, je ne suis pas obligé, mais j'ai envie de le faire. »
Bah c'est une question très compliquée, hein. Et je t'avoue que évidemment j'ai beaucoup réfléchi aux choses quand je me suis lancé en 2014. On a beaucoup préparé ça avec ma femme notamment parce que c'était une grosse décision, hein. Moi j'avais un CDI dans une société qui était tranquille, que j'aimais bien en plus, et donc le fait de partir, ça a forcément été une décision importante pour moi et pour ma femme. Et donc on y a beaucoup réfléchi. J'ai établi des bonus spécifiques, des paliers spécifiques, etc., etc. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, je crois que tout ça a assez peu d'importance pour les gens qui y soutiennent. Et encore aujourd'hui, où j'ai des bonus qui sont quand même cool, il y a 2 ans environ, ajouté de la pub dans les émissions, et donc les gens qui soutiennent l'émission peuvent les avoir sans pub. Bon, c'est pas énormément de pub, hein, c'est genre, je sais pas, 30 secondes, 1 minute au début, et puis la même chose à la fin. Donc les gens peuvent l'écouter sans pub. D'ailleurs, même certaines personnes qui soutiennent s'embêtent pas à aller activer le flux privé. Mais donc, il y a ça, il y a des petits contenus bonus, etc. Mais d'une manière générale, je crois que les gens ne soutiennent pas pour ça, ils soutiennent parce qu'ils ont envie et parce que, comme je le disais, on a une relation qui est très privilégiée. J'en parle de temps en temps, mais en fait, à part... Le podcast, et tu le sais bien, c'est un média qui est hyper naturel. Moi, la manière dont je fais mes émissions, c'est que j'invite des gens que je connais, avec lesquels je m'entends bien, et on discute de sujets qui nous passionnent, mais on n'en discute pas comme des journalistes qui vont essayer de formaliser leur discours, on en discute comme des amis qui sont assis à une table de café. Alors, on essaye quand même d'être des experts, d'avoir une vulgarisation, d'avoir une analyse qui apporte une valeur ajoutée aux auditeurs, évidemment. Mais la forme, c'est quelque chose de très conversationnel, casual. Je perds le mot, j'oublie le mot en français. Convivial, voilà. Informel, ouais, convivial. C'est informel, convivial. Et donc, les auditeurs, ils ont l'impression de venir s'asseoir à la table avec nous. Et du coup, on a cette relation privilégiée qui s'installe. Semaine après semaine, ils finissent par me connaître. Moi, je parle souvent parce que, je te dis, on est entre potes. Donc, je parle de ce que j'ai fait la veille, de ce qui s'est passé avec ma femme, de mon fils. Et donc, les gens me suivent depuis des années. Quand ils ont commencé à me suivre, certains étaient encore, je vais même pas dire à l'université, mais certains étaient lycéens. Aujourd'hui, ils ont des enfants et une famille. Et d'autres, ont grandi de la même manière. Et il y a une relation, quand tu penses aux gens avec lesquels tu as des relations proches dans ta vie, il y a ta famille, tes amis, tes collègues, et après, c'est le reste du monde. Donc on va dire, ça fait quelques dizaines de personnes au maximum, et le reste du monde. Et vraiment, ça peut paraître caricatural, mais surtout dans la manière dont je fais les émissions, ma relation avec eux vient s'insérer entre ce groupe proche et le reste du monde. Donc on n'est pas tout à fait des étrangers. On est des gens qu'ils connaissent. Et moi, en retour, je les connais un petit peu. On interagit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le Discord s'ils sont présents. Et il y a les noms qui reviennent. Et je finis par les connaître. Moi, il y a plein de gens, je dirais quelques dizaines de personnes que je connais vraiment. Et en plus de ça, on parle de sujets sur lesquels on est tellement passionné et sur lesquels il est peut-être un petit peu plus difficile de parler avec les autres personnes de leur vie, qu'on se connaît un petit peu par ce biais aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est cette relation spéciale, qui encore une fois n'est pas une relation familiale ou d'amis proches, mais qui n'est pas non plus l'animateur radio ou l'animateur télé qui va parler de manière un peu impersonnelle, qui fait que on se connaît un peu et qu'ils ont donc envie, je crois, de soutenir le travail. Et accessoirement, il y a bien sûr, j'espère, le fait que le travail soit un travail de qualité qu'ils veulent soutenir parce qu'ils apprécient la qualité du boulot en elle-même. Mais c'est un élément, cette relation est un élément essentiel, je crois, dans la démarche de soutien. Et il y a aussi, à mon avis, une chose simple, et ça, c'est la grande force du podcast, c'est que les gens vont commencer à passer beaucoup de temps avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, si je t'écoute toutes les semaines parler pendant 1 heure, il n'y a pas tant de gens que ça, en fait, avec qui je passe plus d'1 heure par semaine, en dehors de ma famille et des gens directement avec qui je travaille. Tu vois. Ça devient quand même une partie importante de ma vie. Surtout, toi, tu as cette régularité depuis des années.
Et ça, je pense que c'est un aspect vraiment important qui est facilement sous-estimé, c'est si tu arrives toutes les semaines au même moment, les gens vont t'écouter en rentrant du boulot, tel jour de la semaine, et tu deviens un espèce de rendez-vous dans leur vie, tu deviens une partie de leur routine, tu deviens vraiment une partie de leur vie auquel ils sont habitués, qu'ils ont envie de voir continuer. Et ça commence à avoir beaucoup de valeur. Moi, je me souviens, j'ai aussi commencé à écouter des podcasts quand j'étais assez jeune, et je pense que tu as commencé dans le bon domaine pour faire du podcast, que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, j'étais lycéen, donc ça devait être après au moment où toi, tu as commencé, je pense, en 2005-2006. Et en fait, les principaux podcasts que tu écoutais, c'était des podcasts de jeux vidéo ou des podcasts de tech, puisqu'évidemment, les seules personnes qui écoutaient des podcasts, c'était des gens qui aimaient bien les jeux vidéo et la tech. Et du coup, c'était le mercredi en rentrant, en prenant le métro, je savais quel podcast j'allais écouter parce que c'était le rendez-vous, ils étaient là tous les mercredis. Du coup, c'était une relation très forte, peut-être même plus forte qu'avec certaines chaînes YouTube où finalement, il y a une chaîne YouTube que tu regardes et que tu apprécies. Tu passes pas forcément 1 heure par semaine à regarder cette chaîne YouTube, sauf s'ils publient vraiment beaucoup de vidéos. Il y a certaines chaînes quotidiennes qui publient beaucoup, mais fondamentalement, les gens vont avoir passé potentiellement des centaines d'heures en fait, à t'avoir écouté parler. Complètement, complètement. Ça, c'est un aspect, quand je parle de cette relation particulière et différente de ce qu'on peut avoir avec d'autres personnes, la régularité et la durée en fait partie. Et même par rapport à YouTube, même les gens qui publient beaucoup, généralement, c'est un minimum monté, c'est un petit peu plus travaillé, c'est pas juste une conversation. Et c'est une personne devant la caméra. C'est rare qu'il y ait plusieurs personnes dans la vidéo. Donc c'est un type de relation différente. Et puis oui, c'est pas des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie, rarement. Et en plus, quand je me suis lancé, bon ensuite il y a plein de gens qui m'ont découvert après, mais quand je me suis lancé, YouTube existait à peine et c'était, comme on aime le dire souvent, des vidéos de chats qui font du skateboard, tu vois. C'était pas les YouTubers, ça a commencé bien plus tard, les gens qui faisaient ça régulièrement. Et à propos de la régularité, il y a un autre élément qui est important auquel tu touchais. Effectivement, je suis très 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 régulier dans mes émissions. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi et qui est importante sur YouTube également. Il y a beaucoup de gens qui voient des gens qui ont du succès sur ces plateformes et qui se disent « Ah bah voilà, je vais lancer un truc et en 3 mois, ça va commencer à décoller. » Mais de ce que je comprends, c'est très très rare une explosion de popularité sur quelques mois. Généralement, c'est plutôt des gains réguliers sur des années, et y compris pour les plus grands YouTubeurs qui, eux, ont grandi avec la plateforme, donc qui ont quand même eu un avantage. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu eu cet avantage aussi d'être là au bon moment, au bon endroit. Je pense que c'est forcément un facteur. Mais malgré ça, moi, j'ai pas eu un moment où je pourrais dire ah oui, à partir de là, ça a vraiment été important, ça a vraiment explosé. Moi, j'ai eu une courbe de progression qui était comme ça, tu vois, comme ça. Pour les auditeurs, je mime une courbe, enfin une pente très légère, mais très très longue sur 10 ans. Pour moi, je suis pas les gens qui me suivent. La meilleure personne pour donner des leçons de régularité, notamment sur le podcast. Le podcast parfois est parti pendant quelques mois, il est revenu sur un rythme là d'une tous les 2 semaines. Pareil sur YouTube. Sur YouTube, moi pour le coup, j'ai eu une discontinuité. Ça c'est intéressant, tu vois. Et pour moi sur le podcast, c'est vraiment rare d'avoir cette discontinuité, mais sur YouTube, j'ai eu un truc où je faisais des vidéos et je faisais une vidéo par semaine pendant des mois et puis je gagnais 300 abonnés par mois. Donc à la fin, je devais avoir 5000 abonnés, quelque chose comme ça. Et d'un coup, y a une vidéo qui devient virale et tu montes à 30 ou 40 000. Donc en fait, tu fais x8 sur ton audience en quelques semaines. Et ça, c'est un truc qui est très caractéristique de YouTube et très peu caractéristique du coup du podcast. Et le podcast, c'est vraiment principalement à cause de ces questions de discoverabilité, c'est-à-dire comment est-ce que les gens te découvrent. Pour moi, le podcast, il y a en gros 2 manières dont les gens vont te découvrir. Le bouche-oreille, quelqu'un leur en parle, ou ils l'ont découvert sur une plateforme X ou Y. Mais même ça, j'ai l'impression que le bouche-oreille est plus fort que la plateforme. Parce que même si sur une plateforme, je vois un podcast qui a l'air intéressant, le problème, c'est que rentrer dans un épisode d'1h30 à partir de 0, ça peut être difficile en fait de rentrer dans un podcast. À la différence de YouTube qui va recommander des vidéos peuvent être un peu plus courtes ou avoir une bonne miniature et tu peux cliquer dessus et en 3 minutes, tu sais si ça t'intéresse ou pas. C'est donc plus facile du coup de découvrir des vidéos YouTube et de rentrer dedans versus le podcast. Ce qui fait que le podcast va être caractérisé par ce bouche-oreille humain et pas algorithmique qui du coup prend beaucoup plus longtemps.
Bah complètement, t'as tout dit. C'est le gros problème de podcast, c'est la découvrabilité. Il y a une comment dire, depuis le début de ce format, il est difficile à découvrir parce que même quand tu dis on va aller chercher sur une plateforme, il faut que la personne aille chercher spécifiquement le sujet en question. Alors que sur YouTube, bien sûr, on le sait, hein, YouTube, c'est essentiellement un moteur de recherche. C'est d'ailleurs le deuxième plus gros moteur de recherche après Google lui-même. Et les gens vont aller chercher sur un sujet, mais YouTube va présenter énormément de propositions et en plus des résultats de recherche, YouTube va également présenter sur la page d'accueil, après la fin d'une vidéo, etc., etc. Donc la découvrabilité, il est toujours possible qu'on ait un truc sur lequel on va cliquer pour voir ah bah ça peut-être que ça pourrait être pas mal. Et oui, c'est pas une faille, mais enfin un désavantage du podcast, c'est certain. Disons que moi, j'en suis également très conscient, et d'ailleurs, je me suis lancé sur YouTube dans le domaine du jeu vidéo il y a quelques mois, en partie pour cette raison, parce que je trouvais que dans les podcasts, j'avais pas assez de visibilité sur mon podcast jeu vidéo, et donc c'est 100% le cas. Le revers de cette médaille, ça va être que la concurrence est évidemment beaucoup plus dure sur YouTube et la monétisation, mine de rien, est quand même plus, difficile. Les niveaux de monétisation sont plus faibles sur YouTube. Sur YouTube, si tu fais pas 300 000 vues, j'exagère mais à peine, ça va pas faire, tu vas pas avoir grand chose. Si t'as pas 200 000 abonnés, ça va être difficile d'en vivre. Et sur le podcast, tu peux en faire quelque chose avec un nombre d'abonnés beaucoup plus faible. D'ailleurs, moi, je suis pas à 200 000 auditeurs réguliers, tu vois. Et donc, du coup, sur le podcast, les leviers de monétisation qui fonctionnent mieux, c'est du coup le financement participatif. Et en ce qui concerne les pubs, toi, t'en fais, du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, et les pubs sont mieux rémunérées, tu penses, sur le podcast que sur YouTube? Enfin, je pense que c'est probablement le cas. Oui, je suis. Alors, je peux pas parler de chiffres spécifiques pour des Mhm. questions de confidentialité, mais disons que traditionnellement, le CPM, on va parler en CPM. Hein, j'imagine que ton audience sait de quoi il Ouais. s'agit, mais sur YouTube, on est en CPM. En fonction de si on compte toutes les vues ou les vues monétisées, on est à une poignée d'euros. En podcast, on est à quelques dizaines d'euros, tu Mhm. vois, sur Ouais. du CPM. Alors, ça dépend ensuite du format utilisé, mais on est très certainement à des multiples de YouTube en podcast pour la pub. La pub est également quelque chose de relativement récent sur les podcasts, disons récent en tout cas, facilement accessible si on a une certaine audience. Et les audiences sont plus faibles aussi. Donc peut-être que ça Mhm. compense un peu. Mais pour quelqu'un comme moi, qui est un indépendant, j'aime dire que je suis un artisan du podcast, il est évident que le podcast a je ne sais pas si on peut parler de taux de conversion ou de transformation ou Mhm. de monétisation, beaucoup plus intéressant que sur YouTube. Mhm. Tu vends du coup des pubs. Un des avantages de YouTube, en tout cas si tu fais du AdSense, c'est que ça se passe tout seul. Toi, du coup, il faut Ouais. que tu ailles voir des gens, que les gens viennent te voir et que tu négocies tes propres contrats. Est-ce que tu t'en occupes toi-même? Est-ce que tu as une agence qui passe entre les deux et qui négocie tout ça? Oui, ben, c'est pour ça que je disais c'est un peu plus facile aujourd'hui, mais depuis pas très longtemps. Il y a plusieurs sociétés qui aujourd'hui s'occupent de l'hébergement et de l'insertion de la pub et du démarchage, enfin des sales, quoi, des ventes. Hmm. Moi, je suis chez Acast, dont je suis très content jusqu'à maintenant. Et effectivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont héberger ton podcast. Ils vont dynamiquement, en fonction de la géolocalisation et de la euh, période de la campagne, insérer un petit moment audio de 30 secondes, une minute dans le podcast au moment du téléchargement.
Et ils vont ensuite s'occuper des sales. Donc, ils vont te proposer tel ou tel annonceur. Tu peux décider si oui ou non tu vas l'accepter dans ton émission. Faire un message toi-même. Évidemment, le CPM est meilleur quand c'est toi qui fais le message. Ou alors avoir un message préenregistré. Et donc, évidemment, ils se prennent une commission importante là-dessus. Mais donc, ça facilite un petit peu les choses. La manière dont j'y pense, c'est que de la même manière que Patreon a permis de monétiser par le financement participatif les podcasts, l'audience qui était déjà présente, et ben Acast aujourd'hui et ses concurrents permettent de monétiser par la publicité. Et c'est à peu près aussi facile dans un cas comme dans l'autre. Moi, je parle de ça par rapport à ce que je faisais en me lançant, c'est-à-dire héberger moi-même mes fichiers, écrire le flux RSS à la main au tout début, etc., etc. Aujourd'hui, faire du podcast, c'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 15 ans. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais dans tous les domaines, y compris ceux de la monétisation. Ouais. Pour revenir sur le côté du financement participatif, un chiffre que j'ai vu dans une interview, je crois que tu as fait, c'était qu'environ 2% de ta communauté donnait de l'argent. Est-ce que c'est à peu près ce chiffre qui se maintient aujourd'hui? Oui, à peu près. On est à cet ordre de grandeur de conversion. Ouais. Et je dirais moins de 5%. Moins de 5%, ouais, c'est évident. Et autour de 2-3%. Entre 1 et 3%. Et du coup, si tu compares ce que tu rapportes, ce que te rapporte la pub versus ce que te rapporte le financement participatif, lequel aujourd'hui est le plus important? Le financement participatif, de loin. D'accord. Reste le plus gros, d'accord. Ouais. La pub reste un financement minoritaire dans mon activité. Ouais. C'est assez inhabituel, non? Pour un podcasteur ou pour un créateur de contenu? Ça dépend de la taille en fait. Le truc c'est que le taux de conversion est faible sur le financement participatif, mais même si tu prends en compte l'ensemble des auditeurs, on va avoir. Alors j'ai plus les calculs, j'avais fait un article sur Medium qui était qui s'intitulait « Vous ne me connaissez pas, mais je suis le seul podcasteur professionnel en France », un truc comme ça, où je détaillais justement tous ces chiffres. Et je me souviens plus des chiffres exactement, je vais peut-être essayer de le retrouver pendant que je te parle, mais même si on compte tous les auditeurs et pas que les auditeurs monétisés, le CPM est beaucoup plus important en financement participatif qu'en pub. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Par contre, il est clair que le financement participatif a un plafond qui, je crois, est plus bas que la publicité. C'est-à-dire que si on commence à avoir beaucoup une grosse audience, et peut-être que c'est plus difficile à avoir en France qu'avec des podcasts anglophones, mais si on commence à avoir une grosse audience, la publicité va dépasser de loin le financement participatif. Mais c'est pas... Donc c'est l'idée que ton CPM sur ton audience va se maintenir ou même grossir à mesure que toi tu grossis ton audience. C'est-à-dire que si tu es un méga podcasteur comme Tim Ferriss ou Joe Rogan aux États-Unis qui ont une influence énorme, leur CPM il est énorme. Inversement, le taux de conversion sur ton financement participatif, à un moment donné, les gens se disent Tim Ferriss ou Joe Rogan, ils ont pas vraiment besoin de moi. Donc ton taux il diminue à mesure que ton audience grossit. Et du coup, à un moment donné, ces deux courbes-là se croisent et le CPM il se multiplie sur une audience quasiment infinie que tu peux avoir versus le financement, il plafonne quand les gens se disent il a déjà assez pour vivre. C'est pas forcément le CPM qui va grossir, mais simplement le volume. Le volume sur la pub. Ouais. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à soutenir parce que moi, ce que je dis souvent en fait, c'est que quand on va acheter un magazine, on va pas se poser la question de savoir si les journalistes gagnent déjà assez d'argent et que du coup, s'ils en gagnent déjà assez, tu vas prendre le magazine sans le payer, tu vois. Donc, bien sûr, c'est dans mon intérêt, mais j'encourage les gens à penser au financement participatif du podcast de cette manière. S'ils aiment, ils peuvent soutenir. S'ils aiment pas, ou s'ils pensent, ou s'ils veulent pas, il y a aucun souci, ils soutiennent pas.
mais je les encourage à se dire s'ils aiment, s'ils veulent soutenir, qu'ils y aillent. Mais oui, effectivement, au bout d'un moment, pour une raison ou une autre, je pense aussi que tu touches moins ton cœur de cible, et que donc les gens sont un petit peu plus à la périphérie et moins prompts à te soutenir. Donc oui, au final, le volume, je pense, quand on atteint des chiffres importants, finit par se réduire pour le financement participatif en proportion. Et la pub, l'avantage de la pub, c'est que tu poses la question à personne. Tu demandes pas aux gens d'accepter d'avoir de la pub. Tu mets la pub dans le truc. Donc, si tu passes de 100 000 écoutes par mois à 1 million, la pub, mécaniquement, à condition que tu puisses remplir l'inventaire, évidemment, mécaniquement, ça va te rapporter 10 fois plus. Donc, au bout d'un moment, oui, les courbes s'inversent. C'est pas le CPM qui va s'inverser. Même si, oui, les podcasts doit grossir de manière modeste, mais le multiple de l'audience peut faire x100 sans faire mal au CPM. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu comparais, donc toi, tu as des podcasts en français et en anglais. Tu comparais dans une des interventions le taux de conversion. Tu disais que le financement participatif marche encore beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France. T'as mis pourquoi ? Je pense qu'il y a une culture aux États-Unis du don qui est plus présente que chez nous. On a chez nous une culture, une société où on paye des impôts, plus d'impôts qu'aux États-Unis, et où l'État est censé faire ce qu'il faut. Sans jugement, hein, c'est un modèle qui est différent. Et aux États-Unis, il y a une sorte de responsabilité sociale qui fait que les personnes qui ont beaucoup d'argent, on va pas partir dans des questions politiques, mais je parle vraiment de culture, de tradition, ils se sentent une responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent, même des gens qui ont des revenus qui sont pas énormes, qui vont aller soutenir des organisations non gouvernementales et qui vont faire cette démarche. Et donc, le soutien participatif s'insère, je pense, de manière un petit peu plus naturelle dans ces habitudes que ça n'est en France. Maintenant, je pense pas que ça dépend des gens, hein, mais aux États-Unis, même si moi j'ai certains amis qui ont un taux de conversion de, je sais pas, 15-20%, tu vois, dans leur financement participatif, ce qui est incroyable. C'est pas le cas général. On sait pas qu'on passe de 2% en France à 50% aux États-Unis. C'est juste que, même, disons que si on est à 2% et qu'aux États-Unis on est à 7%, tu vois, ça tout de suite, ça facilite les choses, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai remarqué d'ailleurs dans tes podcasts que tu avais un anglais absolument excellent. Si j'avais pas su nécessairement que tu étais français, non, c'est vrai, on pourrait se dire, tiens, on s'aperçoit pas que c'est un français qui parle. Juste par curiosité, c'est quoi la source de ton anglais, ou est-ce que tu t'as pratiqué, ou comment est-ce que tu as atteint ce niveau où tu pouvais intervenir dans des podcasts anglophones? J'ai toujours eu une certaine affinité avec les langues, j'en parle plusieurs, et j'aime bien j'ai une oreille qui est qui apprécie les différentes intonations, les différentes manières de parler. J'ai toujours eu un anglais, l'anglais était présent dans ma vie en faible quantité. Je vais pas te faire toute l'histoire de ma vie, mais je parlais anglais correctement. Mais ce qui a vraiment affiné mon anglais, c'est, roulement de tambour et grosse surprise, les podcasts. Tu sais, on peut parler anglais correctement, mais si on ne l'a pas entendu et pratiqué, c'est pas naturel. Même si on regarde des films, même si on écoute, je sais pas, la radio ou la télévision, c'est pas un anglais naturel. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas des journalistes, on n'a pas un ton de journaliste. Et quand j'ai commencé à écouter des podcasts, c'était la première fois où j'étais vraiment confronté à du langage parlé normal. Et donc ça m'a énormément aidé pour avoir un anglais plus naturel, et j'ai écouté énormément de podcasts sur la tech et le jeu vidéo, comme tu disais. Et à force, ça a imprégné. Et ensuite, j'ai commencé à y participer aussi. J'ai commencé à participer à des podcasts et ça m'a forcé à pratiquer. À quelle époque est-ce que tu as commencé à participer à des podcasts anglophones ? 2006, tout début. D'accord, dès le départ, ok. T'as commencé quasiment les deux en même temps.
Enfin, participer. Moi, j'en ai lancé le premier, c'était 2009, je crois. D'accord. Mon premier podcast anglophone, mais participer à d'autres, oui, 2006. C'est comme aujourd'hui, tu étais invité, co-présentateur, tu venais discuter avec les gens directement sur leur émission, comme tu le C'est fais ça. encore pas mal aujourd'hui. Mhm. Ça m'intéresse de revenir un peu en 2006 et de parler de ça parce que moi, j'ai fait aussi partie de ces gens qui ont écouté des podcasts relativement tôt et donc du coup, j'ai toujours eu un peu cette fascination avec l'écosystème. Mais toi, je pense qu'à cette époque, tu avais une vision, parce que moi, je ne créais pas de podcast par contre en 2006, une vision, tu as peut-être un meilleur souvenir que moi de l'écosystème. C'est quoi l'écosystème podcast en 2006? Qu'est-ce qu'il y avait comme podcast? Qu'est-ce qu'il y avait comme sujet? Qu'est-ce qu'il y avait comme personne? Qui faisait des podcasts? Et comment est-ce qu'on les écoutait à l'époque? Bah, comme tu l'évoquais, c'était un truc qui était très très technophile. L'une des raisons, c'est que pour écouter un podcast, c'était pas facile. Avec l'arrivée d'iTunes, ça a vraiment démocratisé la chose. À un moment, Apple a intégré les podcasts à iTunes, et donc quand on avait un iPod, on pouvait facilement télécharger, s'abonner sur son ordinateur, dans iTunes, sur son Ouais. ordinateur, à des podcasts. Et quand on synchronisait l'appareil, l'iPod, eh ben, il allait mettre les podcasts sur l'iPod et on pouvait ensuite les écouter en se baladant. Parce que, évidemment, on s'en souvient à peine, mais les iPods de l'époque n'avaient pas de connexion Wi-Fi ni quoi que ce soit, donc ils ne pouvaient pas télécharger eux-mêmes les Il émissions. fallait Euh, brancher. Mais ça, du coup, c'était arrivé dès 2006 ou à quel moment est-ce qu'on a eu C'était cette 2005, je innovation-là? crois, qu'iTunes D'accord, a intégré les podcasts. d'accord. 2005 ou peut-être même 2006, mais Parce c'était que autour de cette époque. sinon, avant ça, ce qu'il fallait faire, c'était télécharger toi-même essentiellement le MP3 et le transférer via un câble USB sur ton lecteur, en fait. C'est Comme on le ça. faisait à Ouais, l'époque sur le donjon de Nullbuck, etc. Il n'y avait pas du tout c'est de flux, il ça, n'y avait ouais. pas d'automatisation, il fallait le faire à la Bah main. si, en fait, ce qu'a fait Apple, c'est intégrer un truc qui existait déjà, qui était justement le format RSS podcast, Mhm. qui a été créé quelques mois avant, et qui intégrait en fait un fichier audio au flux RSS, au format, au standard de flux RSS de RSS qui existait déjà. Mhm. Et c'est comme ça que le podcast est né. Mais Apple a... Donc ce type de choses existait déjà, c'était possible sur... Enfin, il y avait des lecteurs, des choses comme ça, mais Mhm. iTunes l'a vraiment démocratisé. Donc les podcasts existaient avant iTunes, hein, c'est pas eux qui ont inventé, mais ils Ouais. l'ont démocratisé. Et l'autre aspect, c'est que vraiment pour créer un podcast, il fallait avoir une expertise technique qui n'était pas négligeable, qui n'était pas anecdotique. Il fallait vraiment savoir manipuler le fichier RSS. Il y avait très peu de logiciels qui allaient te faire ça pour toi, donc il fallait le faire à la main presque. Mhm. Il fallait héberger les fichiers MP3, il fallait payer l'hébergement et si ça téléchargeait beaucoup. Aujourd'hui, l'audio, ça représente rien sur le trafic d'Internet, mais il y a 15 ans, ça pouvait monter si tu étais un podcasteur populaire, etc., etc. Donc c'était généralement des gens qui étaient technophiles, qui créaient les émissions. Et du coup, on avait beaucoup d'émissions sur la tech et sur le jeu vidéo, comme Ouais. on le dit depuis tout à l'heure. Mais l'audience était très faible parce que, enfin, très faible, c'est même pas forcément vrai, mais le fait d'écouter un podcast demandait une démarche très volontaire. Il Mhm. fallait trouver les podcasts dans iTunes généralement, s'abonner, trouver les podcasts qu'on aimait, s'abonner, les télécharger, connecter son iPod, les télécharger sur l'iPod, etc., etc. C'était beaucoup plus compliqué que je télécharge une app et c'est déjà prêt quand je sors de chez moi le matin pour aller au boulot, tu Mhm. vois. Ouais. Euh, et du coup, à cette époque-là, je pense que toi, tu as commencé à la même époque où tu vois les youtubeurs de la première heure, c'est des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils allaient être youtubeurs parce que youtubeurs, ça n'existait pas, c'était juste des gens qui faisaient des vidéos dans leur chambre. Et c'est qu'aujourd'hui que les youtubeurs qui arrivent se disent, tiens, je vais pouvoir devenir riche et célèbre. Mais du coup, c'est tout un autre, c'est une autre dynamique en fait. Et toi, tu as commencé aussi à cette époque où finalement, je pense qu'il n'y avait pas du tout de notion du chemin que tu allais suivre pour financer ça d'une manière ou d'une autre. Donc finalement, c'était principalement au milieu de passionnés, de hobbyistes, ou est-ce qu'il y avait des gens, je me souviens par exemple du site gameblog.fr qui avait un podcast, donc eux c'était un site professionnel avec des pubs, etc. sur leur site, et ils avaient leur podcast. C'était quoi l'univers des gens qui faisaient des podcasts à cette époque et grosso modo qui les faisait? C'était principalement des passionnés comme toi? Ah bah oui, 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 non mais enfin comme tu le dis, le podcast c'était même pas un métier, c'était comme, je sais pas moi, est-ce que tu veux gagner ta vie en peignant des figurines de Ouais. Donjons et Dragons, tu vois, enfin, C'était- c'est pas un métier, ça a pas de sens. Ouais. Mais moi j'ai vraiment eu un coup de foudre professionnel sur le podcast
à un moment où c'était pas une profession. C'était vraiment une activité qui m'a... je me suis dit tout de suite, si je pouvais en vivre, c'est ce que je voudrais faire de ma vie, quoi. Et évidemment, c'était pas possible, mais j'ai assez vite cherché des moyens de monétiser un petit peu, sans succès jusqu'en 2014. Mais oui, à l'époque, il n'y avait même pas de question de pouvoir en vivre. Certains ont commencé à se poser la question au bout de quelques années, mais essentiellement, c'était des passionnés et des gens qui faisaient ça pour le plaisir. Et d'ailleurs, ça a marqué l'écosystème. Je dirais que maintenant, ça commence un petit peu à changer, mais pendant très longtemps, ça a marqué l'écosystème. Et je dirais que ça a même handicapé certaines initiatives dans le domaine du podcast parce qu'il y avait presque trop de cette ambiance un petit peu babacool associative où on est là pour le plaisir et l'argent est un peu tabou, quoi. Je me souviens que tu avais écrit un article sur ton site à ce sujet-là, au sujet de certaines controverses autour des applications de podcasts qui voulaient proposer des éléments payants, proposer des podcasts à abonnement, et que donc certaines personnes trouvaient que non, c'est la trahison de l'esprit du podcast qui, comme il a commencé pour des raisons... en partie des limitations techniques, finalement, il a commencé sans vraiment pouvoir être monétisé. On s'est dit, c'est ça l'esprit du podcast et il faut le préserver à tout prix. Et du coup, il faut éviter. Au final, c'est pas souhaitable qu'on puisse le monétiser plus facilement parce que ça va changer ce que nous, on aimait dans le podcast. Ouais, c'est pas exactement ça, en fait. La controverse D'accord. en question, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps là-dessus Ouais. parce que le sujet de la controverse a fini, est en train de finir assez mal. L'application en question n'a pas trouvé Ouais. le succès, on va dire. Mm. Mais c'était peut-être un petit peu lié à cet esprit, mais il y avait quelque chose d'un petit peu plus... comment dire, une intention qui était un peu plus critiquable dans la gestion de l'application en question. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais oui, d'une manière générale, je crois que quand moi, je me suis lancé en financement participatif, j'avais vraiment cette intention et j'ai communiqué la chose à mes auditeurs. Je leur ai dit, je veux gagner ma vie avec et je veux faire de l'argent pour en vivre. Et je vais pas changer ce que je fais parce que c'est ce que je fais, vous le savez, depuis 8 ans à l'époque. Et si c'est pas ce que j'aimais, j'aurais arrêté depuis longtemps parce que c'est très très dur. C'était un boulot. J'avais l'habitude de dire que c'est un mi-temps mais complet. Donc j'avais mon temps plein pour gagner de l'argent et un mi-temps en plus que j'ai fait pendant 8 ans. Donc les gens savaient, ils pouvaient me faire confiance. Mais je leur ai dit, je veux gagner ma vie. Et si je peux faire plus d'argent, je prendrai l'argent. Je vais pas avoir honte de ça. Et je l'ai dit très honnêtement, de manière très candide. Et pour moi, c'était quelque chose qui était important justement parce que dans l'univers des podcasts, les rares qui commençaient un petit peu à demander de l'argent aux gens ou à mettre un petit peu de pub, ça permettait de faire vivre personne. Mais il y avait toujours comment dire, le fait de s'excuser et de dire c'est pour payer les bières, c'est pour payer les chips, on est une association, tu vois, ce genre de choses. Et donc pour moi, casser avec cette image était vraiment important. Et je crois que ça venait, même c'est encore un petit peu présent, ça venait de cette historique du podcast qui faisait que oui, on pouvait pas gagner d'argent parce que c'était pas un métier, quoi. C'était difficile pour toi d'être un des premiers à demander de l'argent, ou est-ce que tu t'es demandé si les gens allaient critiquer, ou est-ce qu'il y allait avoir un backlash de la communauté? C'était quoi ton état émotionnel au moment où tu as lancé la demande de Patreon? C'était l'incertitude complète. Encore plus que l'inquiétude, c'était que je savais pas du tout où je mettais les pieds. Et je le décrivais à mes auditeurs comme un saut dans le vide. Et c'était vraiment le cas. Comme je le dis souvent, j'ai donné ma démission dans ma société. Je travaillais chez Blizzard Entertainment. Tu vois, on n'est pas loin de World of Warcraft, mais je travaillais chez Blizzard et j'ai donné ma démission avant de lancer le financement participatif de l'émission. Pourquoi tu l'as Donc fait je dans savais cet pas. ordre-là? Parce que je suis idiot. Ça n'avait aucun sens. J'avais atteint le bout de ce que je voulais faire chez Blizzard aussi. Ouais. Et je pensais vraiment parce que j'avais lancé en fait le financement participatif quelques mois avant, mais avec des ambitions très limitées. Je demandais 2 à 500 euros, enfin dollars à l'époque, par épisode, et j'en faisais 2 par mois. Donc je pouvais pas en vivre, mais les gens avaient répondu présent déjà avec ces objectifs.
et j'avais atteint très vite les $500 par épisode. Donc je me disais, il y a quelque chose. Et donc je me suis dit, ben, entre ça et peut-être YouTube et peut-être autre chose, je vais réussir à dégager un SMIC, tu vois. Donc je vais réussir à J'étais auto-entrepreneur à l'époque. Et tu t'es donné une timeline, tu t'es dit ça va me prendre 6 mois, ça va me prendre 2 ans. Comment tu réfléchissais à cette question de ta piste de décollage essentiellement? Ben, on en a parlé avec ma femme beaucoup et on s'est dit, ben, je vais essayer pendant 1 an. Ok. Et je vais essayer pendant 1 an et on a vu elle ce qu'elle gagnait de son côté. J'ai mis un petit peu d'argent de côté et si au bout d'1 an ça marche pas, bah j'essaierai de Ouais. retrouver un boulot, c'est toujours possible. Euh, j'ai eu énormément de chance parce que en fait j'ai établi les paliers à $1 500 et $2 000 par épisode. Et très vite, au bout de quelques semaines, donc avant même la fin de mon préavis, j'ai atteint le palier de $2 000 Ok. par épisode. Et bon, Avec chaque un épisode épisode faisait par pas semaine, donc 2 000 $. c'était assez pour vivre déjà. Non, j'étais à un épisode toutes les 2 semaines Toutes les à deux ce moment. semaines, d'accord. 2 épisodes par mois à peu près. Euh, Et donc, mais ça me permettait, même avec les commissions que prenait Patreon, les frais de paiement, les taxes, les impôts, tout ça, bref, ça me permettait quand même d'en vivre. Donc, en fait, je me suis donné 1 an et avant même que je commence, j'avais cette chance de pouvoir en vivre, d'avoir réussi mon pari en quelque sorte. Donc, Tu te souviens du nombre d'auditeurs que tu avais à l'époque pour resituer pour les gens euh, je t'avoue qu'il faudrait que je ressorte mes chiffres. On était peut-être 15-20 000 auditeurs D'accord. par mois, quelque chose comme ça. Hmm. Enfin non, pardon, 15-20 000, je sais plus. J'ai les chiffres justement dans l'article dont je te parlais sur les audiences Sur de le métier. 2015. En 2015, on avait, euh, c'est les auditeurs, le nombre de téléchargements mensuels. On était en 2015, octobre 2015, donc 1 an après mon lancement, autour de 20-25 000. Tu vois, D'accord. téléchargements mensuels. Hmm. Donc Euh, potentiellement, il faut que tu divises par deux pour avoir le nombre d'abonnés fidèles qui te suivent. Ouais, oui et non, parce qu'ensuite, il y a des gens qui Ils écoutent pas téléchargent tous sur tout. plusieurs D'accord. plateformes et des gens qui vont pas écouter chaque épisode, etc. Donc c'est très flou hein, dans les podcasts, surtout à l'époque, c'est très flou, Hmm. mais les chiffres, c'est tellement compliqué en fait, c'est comme partout, mais en particulier dans les podcasts, encore aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui comptent n'importe comment. Ça, c'est des chiffres relativement stricts, mais il y a vraiment des gens qui comptent n'importe comment, quoi. C'est-à-dire Euh, qu'il compte que si tu as écouté 2 secondes du podcast, c'est un téléchargement. Si tu l'as repris 3 fois, c'est 3 téléchargements. C'est ça. exactement, ouais, ce genre Ouais. de choses, ouais. C'est vrai qu'on parlait Il y tout a à des l'heure normes qui ont de. été établies Ouais. par l'IAB et donc certains y adhèrent, comme Acast et d'autres. Mais visiblement, moi je t'avoue que je me préoccupe pas énormément Hmm. de ce genre de choses, mais Ouais. visiblement il y en a qui ne regardent pas ça de manière très sérieuse, on va dire. Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la faiblesse, de certaines faiblesses du podcast, de l'écosystème en termes de discourabilité, donc possibilité pour les gens de te découvrir, de la monétisation. C'est vrai que les chiffres, les statistiques, c'est un autre élément qui revient souvent, surtout quand tu compares à une plateforme plus fermée comme YouTube en fait. C'est-à-dire que sur YouTube, non seulement tu sais exactement combien de vues tu as eu, mais tu peux savoir par exemple quelle partie de ta vidéo est moins intéressante et où est-ce que les gens partent et à quel moment est-ce qu'ils sautent une partie, où est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils restent. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont précieux finalement. Mais sur le podcast qui a gagné de ce côté, c'est un écosystème ouvert, etc. Finalement, personne n'avait trop d'incentive parce qu'en fait, ceux qui auraient pu probablement le faire, c'était Apple. Mais Apple, comme eux, ils vendent pas de pub, ils se sont dit, bah, de toute manière, on vend pas de pub, c'est pas notre business model. Ils n'ont pas eu énormément d'incentive finalement pour construire les outils et les écosystèmes et les standards autour de ça. Et finalement, peut-être qu'ils avaient la meilleure opportunité de le faire, je suppose, en termes de, à un moment donné, ils devaient quand même avoir une grosse part de Mais marché encore sur, aujourd'hui, hein. sur iTunes. Ouais. Encore aujourd'hui, iTunes représente, je Ouais. pense, la majorité pour tous les podcasteurs. Mais Donc il y a peut-être quand maintenant. même plusieurs Ouais. sources, hein. C'est ça qui est difficile par rapport à YouTube, c'est qu'il faut réunir les chiffres de nombreuses sources. Et je parle beaucoup d'Acast parce que c'est maintenant mon fournisseur Ouais. d'accès. À l'époque, je passais par d'autres choses, je passais par PodTrack, etc. Pas fournisseur d'accès, pardon, hébergeur. À l'époque, je passais par PodTrack qui essayait de réunir tout ça, mais c'est pas facile. C'est vraiment Mm. pas facile d'avoir une vision globale sur ce que tu fais. Euh, Il y a ouais, maintenant Spotify qui essaie de construire son petit truc dans son coin, donc tout à qui fait. par une Ouais. certaine mesure essayent eux de résoudre ces problèmes de discoverabilité, potentiellement de monétisation et potentiellement d'analytics, même s'ils n'y sont pas encore tout à fait. Oui. Donc c'est vraiment encore
quelque chose d'assez fragmenté. Ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, c'est pas trivial de savoir un truc aussi simple de combien d'abonnés t'as en fait. Ouais, c'est hyper compliqué. Et je vais te dire un truc, même sur YouTube, tu sais pas, enfin, je sais pas s'ils ont livré exactement les détails de qu'est-ce qui est compté comme une vue. Peut-être que c'est quand tu regardes 30 secondes ou. Je crois que c'est ça sur YouTube. Ouais. 30 secondes. Mais par exemple, le nombre d'abonnés, est-ce que ça veut dire que ça va te donner des vues sur toutes tes vidéos constantes? Pas forcément. Enfin, la pub a besoin de chiffres, et c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont beaucoup plus fiables que ce qu'on pouvait avoir à l'époque de la télé où les audiences, ça voulait pas dire que chaque personne qui avait regardé allait avoir. Mais c'est pour donner une comparaison par rapport à d'autres ou par rapport. Si on compte tous les mêmes choses, au moins on peut s'évaluer les uns par rapport aux autres. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces standards. Mais oui. Et du coup, je pense que en un sens, toi, t'as pas trop besoin de te préoccuper de ces chiffres-là en termes de vues ou d'abonnés sur le financement participatif. Et j'imagine que du coup, il y a un côté assez sécurisant dans la manière dont toi tu opères, c'est-à-dire, contrairement à un YouTuber où ta prochaine vidéo peut se planter, si ta vidéo elle se plante, ben elle rapporte pas d'argent. Toi, tu as quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé en termes de revenus. Tu sais que tu continues à produire ton podcast, tu continues en fait finalement à pouvoir le financer de la même manière. Bah, il y a toujours une inquiétude. Hein. Je veux dire, il y a un churn qui est là. Il m'est arrivé de perdre en Patreon, en soutien, il m'est arrivé de perdre 10% sur quelques mois. Et là, évidemment, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dû identifier la raison pour laquelle ça s'est produit, et je l'ai trouvé. C'était quoi la raison, du coup? C'est tout bête, c'est que j'ai arrêté d'en parler au milieu de l'émission. D'accord. Tu vois, je me suis dit, soyons détendus. Maintenant, j'ai un truc qui roule. Je vais en parler au début et à la fin de l'émission succinctement. Mais les gens savent. Tu vois, les gens sont au courant. Donc, s'ils veulent, ils vont soutenir. Et donc, j'ai arrêté d'en parler, de faire une interruption au milieu de l'émission pour en parler. Et sur 3 ou peut-être un peu plus que 3 ou 4 mois, j'ai perdu 10%. Parce que le churn est permanent. Il y a des gens qui arrêtent tout le temps. Et donc, il faut les remplacer. Il faut alimenter avec d'autres personnes, sinon ça descend. Voilà, exactement. Et quand j'ai arrêté d'en parler, c'est descendu. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres facteurs et que c'était un hasard, mais c'est moi ce que j'ai compris. Et quand j'ai recommencé à en parler, c'est remonté. Donc... Et l'audience, je te disais, j'étais à 24 000 ou 25 000 en 2015, 20 ou 25 000 en 2015. L'audience, quand je te parlais de la courbe tout à l'heure, de la progression constante, lente mais constante, ça a effectivement progressé sans arrêt pendant des années et des années. Donc maintenant, je suis beaucoup plus haut que ça. En plus, je suis passé en hebdo, etc. Mais c'est pas que je me préoccupe pas du tout des chiffres. Que ce soit pour Patreon ou pour la pub, évidemment que c'est un truc sur lequel je garde un œil. Et il faut, parce que ça serait pas sain de ne pas du tout s'en inquiéter, parce que sans ça, je mange pas. Mais je suis pas, et je m'en rends encore plus compte avec YouTube aujourd'hui, puisque je suis également sur YouTube pour parler de jeux vidéo. Mais je m'en rends compte, sur YouTube, on est complètement suspendu à tous les chiffres. Et on vit ou on meurt avec le petit onglet Analytics de notre compte YouTube. Et c'est pas du tout cette relation-là que j'ai, moi, avec le podcast. C'est aussi que YouTube... il y a un petit côté casino, je trouve, dans leur onglet Analytics. Complètement. En real time que tu peux voir. Maintenant, ils te disent, et ça, je trouve ça c'est très bien dans un sens, hein, le classement de tes vidéos. Donc, il te dit, c'est la vidéo est classée numéro 3 parmi tes 10 derniers uploads. Donc, ils sont vraiment, t'as l'impression d'être dans Candy Crush quasiment, à jouer contre le truc et avoir des chiffres. Et ils disent, bravo, t'as plus de clics sur cette nouvelle vidéo, t'as fait un super job. Il dit, ouais, vas-y, j'ai réussi. Ou bravo, t'as eu plus d'abonnés ce mois-ci que d'habitude. Ils sont assez forts là-dessus. Alors que sur le podcast, par comparaison, c'est assez ennuyeux, quoi. Tu dis, tiens, ok, j'ai fait X téléchargements. Super. C'est ça. Non, mais c'est même sur YouTube, c'est facteur de stress, hein, parce que quand tu lances ta vidéo et que tu vas voir les performances au bout de 2 ou 3 heures ou de 1 jour et que tu vois qu'elle est 7e ou 10e par rapport aux précédentes,
tu déprimes. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi perso, je me dis mais merde, ça y est, je vaux rien, je suis une merde. Je sais, tu vois, et et c'est vrai que sur les podcasts, oui, c'est pas du tout ça. Moi, je publie mon podcast et puis je vais faire autre chose. Et puis Et puis j'imagine que tu as après, moins de variance. Enfin, moi, en tout cas, sur mes podcasts, grosso modo, ils vont faire un certain nombre de vues, plus ou moins oui, 20%, oui, 30%. Sur les vidéos YouTube, tu te dis, bon, ça se trouve, elle va faire du simple au quintuple, voire ouais. plus. Bah, Du coup, il y a une variance qui est complètement. supérieure, quoi. Sur YouTube, enfin, dans les podcasts, les gens sont abonnés, donc le podcast est téléchargé, qu'ils l'écoutent ou pas. Donc c'est là aussi que c'est compliqué de compter les choses, Ouais. tu vois. Généralement, alors certaines apps, ça dépend des apps, certaines apps vont arrêter de télécharger les nouveaux épisodes si tu ne les écoutes pas pendant un certain temps, etc., etc. Mais oui, tu as une certaine constance dans les chiffres. Euh, mais sur YouTube, au-delà même de la performance de ta vidéo pour la qualité de la vidéo, il y a complètement le côté casino où si l'algorithme décide pour une raison ou une autre que ta miniature est attirante, enfin c'est pas l'algorithme qui décide, c'est si les gens cliquent Mm. dessus, si les gens font l'action de cliquer dessus, là où sur podcast il n'y a pas d'action à faire de cliquer dessus, si les gens vont cliquer dessus, ça va emballer la machine et tu peux avoir des vidéos effectivement qui vont croître très très vite. Moi ça m'est arrivé 2 ou 3 mois après le lancement de la chaîne. J'ai eu 2 vidéos à quelques semaines d'intervalle qui ont beaucoup plu et qui ont fait, moi généralement mes chiffres de vidéos, si je regarde, là je suis dans les analytics, euh, les chiffres des vidéos c'est autour de, on va dire 5 et 10 000 vues pour une vidéo. Donc tu vois, je suis encore très modeste Ouais. sur YouTube. Et j'ai eu 2 vidéos qui ont atteint les 80-100 000 vues. Et ce qui est bien sûr énorme et qui m'a amené beaucoup d'abonnés et qui m'a fait passer à 10 000 en quelques mois, et qui viennent pas vraiment du monde du podcast, hein, c'est vraiment des gens qui m'ont découvert sur Ouais. YouTube. Euh, mais c'est pas le comportement normal de mes vidéos, tu vois. Le comportement normal, c'est une croissance relativement Ouais. régulière, mais mais si tu as une vidéo qui s'emballe, tu peux vraiment toucher le jackpot. Comme Et du coup, ça fait quoi pour toi en venant du monde du podcast? Ou en fait, du monde du podcast, moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais eu un podcast qui avait marché 10 fois mieux que le précédent. C'était non, quoi? ça C'était un existe truc pas, ça. excitant. Tu t'es dit, waouh, tu checkes les Bah, analytics toute la journée. C'est quoi c'est agréable ou au contraire, c'est anxiogène? les deux. Quand ça va dans le bon sens, c'est énergisant. Et quand ça va Ouais. dans le mauvais sens, tu déprimes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, quand tu as une vidéo qui est que tu vois que les courbes font une montée en flèche et que tu as des dizaines et des centaines de commentaires sur ta vidéo et des abonnés qui s'accumulent par centaines. Moi, j'ai eu une période d'1 mois où je prenais 1 000 abonnés par semaine. Et encore une fois, il y a des gens pour qui ça représente rien. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis retombé à quelques dizaines d'abonnés par semaine, tu vois. Euh, 1 000 abonnés par semaine, oui, c'est grisant. Et tu dis, oh là là, un jour, je vais atteindre 100 000 et je vais pouvoir avoir... La raison pour laquelle j'ai fait YouTube, c'est pour attirer un public sur les podcasts, parce que YouTube a un mécanisme de découvrabilité que les podcasts n'ont pas, comme on dit depuis tout à l'heure, et puis pour diversifier les sources de revenus. J'ai ajouté D'accord. de la pub dans les podcasts pour diversifier les sources de Ouais. revenus, en plus du financement participatif, parce que, enfin, comme n'importe quel chef d'entreprise te le dira, c'est très très dangereux de se reposer sur une seule source de revenus, et c'est même enfin, c'est pas malin du tout. Mais du coup, tu te prends à te dire, ouah, si j'atteins dans quelques mois 100 000 abonnés, peut-être que je pourrais monétiser, avoir un panier un petit peu plus, enfin mes œufs dans Mm. plusieurs paniers Ouais. différents encore plus, etc., etc. En plus, quand tu as un enfant, une famille, comme tu le sais, c'est des choses auxquelles tu penses. Euh, donc oui, c'est excitant, mais quand ça retombe, bah tu dis ah merde, qu'est-ce que j'ai Mm. pas bien fait, c'est de ma faute. Les thumbnails, les miniatures sont pas les bonnes, les sujets sont pas les bons, les gens cherchent pas ce genre de trucs. Enfin, tu tombes dans Mm. l'univers merveilleux Ouais. du SEO. C'est un petit peu ça en fait. Si je dois résumer la différence, il n'y a pas vraiment de SEO dans les podcasts. Tu fais ce Ouais. qui te plaît, tu essayes de faire le meilleur produit que tu peux, l'émission que tu écouterais toi, que tu aurais envie d'écouter toi, et t'espères que les gens vont la trouver et l'apprécier. Et Mm. tu jettes le truc à la mer et puis t'attends.
Sur YouTube, c'est comme sur Google. Tu optimises tout le temps, tu changes ton titre, tu prends les bons mots-clés, tu mets une miniature avec ton visage parce qu'il faut, et puis tu fais un titre un petit peu plus putaclic peut-être pour attirer les gens. Tu vois, c'est un univers qui est vraiment, vraiment différent dans ce domaine. Ouais. Euh, donc, un des éléments que moi j'ai testé pour le côté discoverabilité, effectivement, c'est que YouTube est tellement meilleur là-dessus que j'ai commencé à poster de plus en plus des extraits. C'est un truc qui se fait beaucoup, notamment. Moi, je l'ai vu chez beaucoup d'Américains qui arrivent vraiment à fonctionner sur une viralité là-dessus, poster les extraits du coup du podcast. Donc, ce qui en un sens, tu peux considérer ça comme un espèce d'échec de l'écosystème podcast où en fait, tu as Mhm. besoin de YouTube pour promouvoir ton podcast. Mais c'est pas une réflexion qui est absurde. C'est-à-dire que bah, si c'est compliqué de rentrer dans un podcast de 1h30, c'est peut-être plus simple de rentrer sur un extrait de 5 minutes avec un titre bien putaclic et une petite miniature où tu rentres 5 minutes, tu dis bah tiens, je vais peut-être écouter le truc entier et tu vas aller le voir. Et nous, alors, bah, comme toujours avec le podcast, c'est compliqué vraiment de mesurer l'impact de ça. Tu vois, on a des gens qui écoutent les extraits et qui les découvrent. Il y a certains extraits qui ont une bonne, voilà, qui ont une bonne performance. Savoir exactement combien de personnes derrière vont aller se dire je vais récupérer le podcast entier, c'est pas évident. Mais on a eu quelques éléments là-dessus. Je sais pas si tu as testé ça. Je sais que tu as une chaîne où tu postes tes podcasts sur YouTube. Ouais, mais ils sont postés uniquement en audio, tu vois, donc sans vidéo, Ok. c'est un petit peu. Ouais. Maintenant, je fais également la diffusion en direct sur Twitch. C'est Ok. aussi une chose que j'ai lancée il y a quelques mois, en même temps que YouTube. J'ai vraiment essayé Ok. de changer un petit peu les choses parce que, enfin, de faire évoluer les choses. Il faut toujours, dans le podcast comme partout, faire évoluer les choses. Mais j'ai dégagé, grâce à la pub justement, suffisamment de revenus pour prendre une freelance qui m'aide à la publication et au montage, etc. Mhm. Et du coup, j'ai pu me consacrer à ces choses-là. Et à terme, oui, j'aimerais faire plein de choses, comme notamment le fait de publier des extraits des podcasts quelque part pour attirer plus de public. Donc je ne l'ai pas encore essayé, il faudrait, Mhm. mais j'attends aussi un deuxième enfant dans 2 mois, donc je pense qu'on va mettre en pause Ouais. les initiatives folles pendant quelques temps et on s'y réintéressera en 2022, on va dire. Ok. Ouais, je pense il y a des éléments intéressants à voir sur cette idée-là, effectivement, de quasiment avoir un espèce d'entonnoir de conversion en se disant, bah tiens, les gens, ils vont me découvrir principalement sur YouTube. Mais après, c'est important de les amener sur le podcast parce que potentiellement, bah, c'est là où toi, tu fidélises le plus de ta communauté. Et potentiellement, Ouais. c'est là où les gens vont aller plus en profondeur dans la connaissance de ce que tu racontes et y compris sur le financement participatif, etc. Donc, il y a potentiellement un élément intéressant ici. C'est intéressant que toi, étant un vétéran du podcast, tu t'intéresses à YouTube aujourd'hui. Mais enfin, dans un sens, c'est totalement cohérent. Tu vois, quand tu regardes la force de recommandation que YouTube peut avoir, c'est compliqué d'imaginer qui va faire mieux sur du podcast. Et donc, c'est une manière de. Je suis pas du tout surpris, tu vois, que les gens que tu touches sur YouTube sont des gens qui t'avaient totalement perdu de vue ou des gens qui sont pas du tout sur Mhm. ton podcast, simplement parce que il y a tellement de gens qui sont sur YouTube et qui passent pas mal de temps. Voilà. Pour le meilleur ou pour le pire, du coup, on est sur effectivement le Ouais. côté où quand tu es sur le podcast, tu avances un peu à l'aveugle, tu sais pas trop ce qui marche, donc tu fais ce qui te plaît et tu sais pas trop, et les gens te découvrent, tu sais pas trop comment, et tu es content, mais tu sais pas trop pourquoi. Et sur YouTube, on te donne tellement d'outils et d'optimisation que finalement, c'est assez séduisant de te dire, bah tiens, j'ai envie d'aller toucher tous ces petits leviers, de voir tous ces petits chiffres. C'est Mais, sûr. mais voilà, pour créer une audience. Donc moi, parfois, les gens viennent me voir en me disant, est-ce qu'il faut que je fasse un podcast, il faut que je fasse YouTube. Moi, j'ai commencé par le podcast sur Marketing Mania quasiment, je crois, 1 an ou 1 an et demi avant de faire la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, finalement, je conseille plutôt aux gens de commencer par YouTube en se disant c'est plus facile de trouver ton audience quand même, ça prend moins longtemps. Ce qui est un peu dommage parce que finalement, moi, le format vraiment de mon cœur au départ, c'était vraiment le podcast. Et moi, finalement, les vidéos, je voulais pas en faire parce que je pensais que il n'y avait pas de place pour le contenu que moi je voulais faire. Je me dis, bah tiens, YouTube c'est plus de l'humour, du divertissement, etc. Moi je voulais faire des vidéos, tu vois, un peu plus d'analyse, je voulais parler de marketing, de trucs comme ça. Je me dis, bah tiens, les gens vont pas aller regarder ça. Bon, l'histoire m'a donné tort, mais au départ je voulais pas en faire. Et je me disais, le podcast c'est un vachement meilleur format. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour les gens qui sont séduits par ça et qui sont pas forcément à l'aise avec YouTube parce qu'il faut montrer son visage, etc., je peux moi leur conseiller de commencer par YouTube ou en tout cas ou alors de faire les deux en même temps, quoi. Mais probablement commencer par YouTube parce que faire deux choses en même temps, c'est pas forcément facile. Je pense que c'est plus facile pour toi de commencer YouTube alors qu'aujourd'hui que
ton univers de podcast il est calé, plutôt qu'une personne de se dire je vais me lancer sur les deux en même temps. C'est peut-être un petit peu casse-gueule. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que même si on a beaucoup de facilités techniques aujourd'hui et beaucoup d'outils pour faire des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la vidéo que de faire de l'audio. Et moi, j'ai pas commencé à penser à faire YouTube cette année ou l'année dernière. J'y pense depuis que je me suis lancé. Et j'ai toujours fait le choix de ne pas y aller parce que c'est beaucoup plus complexe, justement. Et donc notamment au niveau du montage, j'imagine. Pas que le montage, tu sais, il faut avoir un éclairage correct, une caméra qui coûte plus cher que le matériel de capture audio. Il faut que tu sois sérieux, que tu écrives vachement tes trucs. Moi, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de travail qui va dans le podcast. Je veux pas que les gens pensent que j'y vais les mains dans les poches parce que c'est des sujets complexes dont on traite généralement. Il faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas les sujets, détailler. C'est des sujets importants. Moi, je dis souvent que dans la tech en particulier, on peut pas comprendre la tech si on ne comprend pas... Enfin, pardon, on peut pas comprendre le monde si on comprend pas la tech. Elle est tellement partout, c'est hyper important de comprendre la tech. Donc moi, ma mission, c'est de fournir aux auditeurs un moyen d'appréhender tous ces sujets et de les expliquer, de les détailler, de les vulgariser en restant intéressant. Donc il y a vraiment un travail et un métier, une expérience que j'ai acquis, je pense. Mais quand je fais un podcast, j'y vais et je parle avec des amis, tu vois. Ouais. Alors que quand tu fais un truc YouTube, il faut penser à tous ces trucs. Et moi, je fais un podcast d'actu, donc les sujets me viennent tout seuls. Sur YouTube, il y a énormément de choses que ça implique qui sont prises de tête et stressantes et qui demandent des expertises dans différents niveaux. Donc oui, mais en contrepartie, je pense que tu as raison, la découvrabilité sur YouTube est un facteur hyper important, alors que dans les podcasts, il y a des gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour faire connaître un podcast. Fais-le pendant longtemps. C'est ça. Je saurais pas te dire. Le meilleur moyen, c'est d'aller dans d'autres podcasts, parce que de cette manière, il y a une sorte de cross-pollinisation qui s'opère. Mais aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des invités sur le tien qui vont ensuite le partager. C'est les deux seuls les potentiels. Ouais. Oui, en partie aussi. Mais oui, mais c'est le seul moyen que je vois. Donc, ou alors aller dans... Enfin, tu vois, à l'époque, je disais aller dans des forums qui traitent des sujets qui vous intéressent et parlez-en. Mais aujourd'hui, les forums, ça n'existe plus. C'est les réseaux sociaux, mais pour être... Enfin bon, bref. Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Tu t'es décrit tout à l'heure comme étant un artisan du podcast. Qu'est-ce qui fait de toi un artisan du podcast ou c'est quoi cette philosophie ? Ouais, c'est vraiment le terme que je préfère pour décrire mon activité parce que indépendant, ça veut plus dire grand-chose. Indépendant, ça peut vouloir dire un journaliste qui a quitté une radio ou une rédaction pour se lancer tout seul, et il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui, ou qui créent des boîtes pour faire du podcast natif, mais qui sont des boîtes avec des employés où il y a des journalistes, des analystes, enfin des monteurs, etc. Ou alors, ça peut vouloir dire indépendant, quelqu'un qui fait ça de manière en amateur, tu vois. Et je trouve que artisan correspond bien à ce que je fais parce que je suis assez seul dans mon entreprise. Comme je disais tout à l'heure, j'ai aujourd'hui des gens avec qui je travaille et je rémunère plusieurs personnes en temps partiel ou en pige, tu vois, des intervenants, etc. Et quelqu'un qui m'aide au montage. Et enfin, il y a plusieurs personnes qui sont rémunérées. Mais je reste quand même essentiellement seul dans mon arrière-boutique à ciseler mes émissions, à les construire avec amour et ensuite à les vendre, tu vois, à les proposer plutôt aux auditeurs et également à les vendre parce que c'est un facteur important. Et c'est ce qui fait que, tu vois, un artisan, c'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours dans une autre émission, mais un artisan boulanger, c'est quelqu'un qui fait sans doute ça parce qu'il a envie et qu'il a la passion ou qu'il a le feu, tu vois. Je pense pas qu'on devienne boulanger parce qu'on s'est dit est-ce que je vais être tu vois, avocat ou boulanger. Non, je vais choisir boulanger. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, je crois. Ouais. Ou qu'il y ait une tradition dans la famille, enfin j'en sais rien, mais c'est pas pour ça que le boulanger, quand tu vas rentrer dans sa boutique, tu vas voir le croissant et tu vas dire ah bah vous faites ça par passion, moi je vais pas faire ça par passion, je vais faire ça parce que c'est ce que je fais. Et c'est pas pour ça que le boulanger, quand tu vas rentrer dans sa boutique, tu vas voir le croissant et tu vas dire ah bah vous faites ça par passion, moi je vais pas faire ça parce que c'est ce que je fais. Et c'est pas pour ça que le boulanger, quand tu vas rentrer dans sa boutique, tu vas voir le croissant et tu vas dire ah bah vous faites ça par passion,
vous avez pas besoin d'argent, donc tu prends le croissant sans payer, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui a une entreprise, qui fait ça pour gagner sa vie et qui va te vendre son croissant. Moi, c'est pas que je vends tout, mais on peut écouter les émissions sans payer, avec de la pub, mais c'est quand même un truc que je fais pour en vivre. Et l'un ne délégitimise pas l'autre. Je le fais avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour, et je mets tout ce que j'ai dans chaque émission que je publie, mais c'est quand même quelque chose que je fais comme métier et dont j'espère que je peux vivre, et j'espère vivre décemment. Donc, artisan, ça correspond très bien à ce que je fais, je trouve. Et est-ce que ça veut dire que tu cherches à limiter l'équipe qu'il va y avoir autour? Est-ce que ça veut dire que tu veux pas devenir une boîte de podcast natif et qu'au contraire, tu veux rester une personne qui fait principalement son podcast et qui a les mains dans la pâte à pain et qui met les trucs au four chaque matin? Ça veut dire aussi ça ou pas vraiment? Je crois que moi, je le ferais, quand je te disais c'est mon coup de cœur professionnel, le podcast, c'est vraiment le cas, hein. Je suis tombé amoureux de la chose. Comme dans la vraie vie, je suis tombé amoureux de ma femme à l'instant où je l'ai vue. Les podcasts, à l'instant où j'ai commencé à en faire, je suis tombé amoureux. Et je pense que je vais faire ça pendant très très longtemps. Je veux pas dire jusqu'à la fin de ma vie parce qu'on sait jamais, mais je pense que je vais continuer à faire ça très longtemps. Oui, avec les mains dans le pétri, et je ferai toujours mes podcasts à moi. Est-ce que la boîte va changer de voilure à un moment? J'en sais rien. Moi, la progression reste, c'est pas exponentiel, tu vois. On a une progression qui est pas une progression de start-up. Moi, je continue de manière modeste. Si à terme je peux engager une personne ou deux à temps plein, je pense que je voudrais le faire, mais pour me permettre de moi créer plus. Tu vois, ça serait pour me détacher, pour me dégager de l'administratif et de toutes les choses qui me plaisent moins. Si moi, je peux demain juste me consacrer à la partie fun du boulot et que j'ai besoin d'engager des gens pour ça, oui, avec plaisir. Avoir d'autres personnes qui font des podcasts sous la bannière French Spin ou Patrick Béja ou Note Patrick, je sais pas. A priori non, mais il faut jamais dire jamais, tu vois. Ouais. Bon, on a eu une expérience qui nous a un peu refroidi il y a quelques années avec mes amis. Avec des amis, on avait créé une société qui s'appelait No Watch, où on avait réuni tout un tas de créateurs de contenu. C'était au début des années 2010, donc c'était bien avant que ça ne soit raisonnable. Et on avait créé ce regroupement qui essayait de monétiser avec de la pub. Et le problème, c'est qu'on avait réuni beaucoup de gens qui avaient des ambitions et des intentions très différentes dans la création de contenu. On faisait de la vidéo et de l'audio, et donc ça n'a pas fonctionné. Et donc j'ai un petit peu cette marque sur le corps qui me dit oula, des gens différents, méfie-toi. Mais en même temps, il s'est passé beaucoup de temps depuis, et puis je sais un peu mieux ce que je fais, je sais un petit peu mieux ce que je veux faire. Donc si je sais pas, d'ici 5 ans ou quelques années, on se dit peut-être qu'on pourrait comme essayer de lancer d'autres émissions avec d'autres personnes, parce que moi je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est juste que je te dis, il faut jamais dire jamais. Ouais. Patrick, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour boucler ces épisodes. Et la première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars il avait besoin d'entendre? De 20 ans? Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que je suis désolé, je vais pas répondre à ta question de manière très satisfaisante. L'une des choses qui est l'un des principes fondateurs de ma vie, c'est que quand j'ai une décision importante à prendre, je pense à ce que j'en penserais quand j'aurai 70 ans. D'accord. Tu vois? Et j'essaye de me dire, si je pense que je regretterais de ne pas l'avoir fait à 70 ans, eh ben, il faut que je le fasse. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si... Ça fait très longtemps que tu penses de cette manière-là. À 20 ans, tu pensais comme ça déjà? Ouais. Okay. J'ai eu un accident de la route très grave à 18 ans. Je suis resté à l'hôpital pendant 6 mois. J'avais de multiples fractures. J'aurais pu y rester.
Heureusement, j'ai pas eu de séquelles, mais c'était vraiment un traumatisme important à tous les sens du terme. Hmm. Et c'est à ce moment, tu vois, c'est le genre de choses qui te qui te donnent des leçons de vie, même quand t'es jeune. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à former cette philosophie. Et, et en fait, je vais te passer les détails de ma vie, mais j'avais envie d'aller vivre au Japon dans ma jeunesse, quand j'avais autour de 23, 24 ans, donc on n'est pas à 20 ans, mais presque. Et c'était un gros truc à l'époque, hein, et puis surtout pour moi, enfin bref, pour tout un tas de raisons, c'était un gros truc. Et j'ai fini par le faire justement en adhérant à ce principe, parce que je me disais, si je le fais pas maintenant, c'est le meilleur moment pour le faire. Oui, c'est compliqué, j'ai pas de boulot là-bas, j'ai pas de perspective, enfin, j'en sais rien de ce qui va se passer, mais il faut que je le fasse maintenant, sinon, quand j'aurai 70 ans, je me dirai, mais rends-toi compte, maintenant il est trop tard, mais si à l'époque tu l'avais fait, et quelles aventures t'aurais vécues. Hmm. Et, et j'ai suivi ce précepte toute ma vie. Et c'est donc je me le dirai pas à moi-même, mais je le dirai à tout le monde. Et je le dis d'ailleurs, j'en ai fait des articles et des et bienvenue à mon merci d'avoir assisté à mon TED Talk. Tu vois, c'est le même habituel. Moi, ce que je dis aux gens, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des impératifs qui font qu'ils ne peuvent pas prendre ces décisions un petit peu compliquées. Tu vois, si tu as une femme, des Ouais. enfants, un chien, une maison à payer, évidemment que c'est compliqué. Mais dans la mesure où c'est envisageable, il faut prendre ces décisions. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon boulot. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma en revenant du Japon. C'est ce que j'ai fait quand je... Enfin bref, tu vois, il faut Ouais. prendre ces décisions, ces grosses décisions. Deuxième conseil, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Ah, merci. Euh, En ce moment, c'est Factfulness. Ok. Factfulness de Hans Rosling et son équipe est un livre extraordinaire. Et le livre Euh, préféré de Bill Gates, plus ou moins, c'est ça? ouais, c'est ce Ouais. genre de ce genre de littérature. C'est un statisticien. On parlait de TED Talk. Vous avez certainement vu cette vidéo virale où il joue avec les statistiques et a des vidéos où les lignes statistiques bougent et montrent l'évolution du monde. C'était formidable. C'était sorti dans les années 2000. Mais il a écrit ce livre pour expliquer aux gens de quoi est véritablement fait le monde et à quel point les choses sont meilleures que ce qu'on pense. On a tendance à penser que le monde va de pire en pire. Hmm. Et c'est une tendance naturelle qui est due à tout un tas de choses dont il parle. Et on a tendance à penser que les choses vont de pire en pire. Et c'est complètement faux. Les choses vont de mieux en mieux depuis des décennies, partout dans le monde. Et il est important de le comprendre et de le savoir parce que quand on pense faussement que les choses vont de pire en pire, on ne réussit pas à savoir et à se concentrer sur les choses qui restent à améliorer et les choses qui sont problématiques et qui deviennent de plus en plus problématiques. Et il en parle très très bien et c'est pas une vision naïve du monde qui dit que tout va bien justement. C'est pas une vision où on se dit mais il y a aucun problème, qu'est-ce que vous racontez quand vous dites que telle ou telle chose est importante, c'est n'importe quoi. Au contraire, il dit pour comprendre des choses vraiment importantes, il faut savoir quel est l'état du monde et l'état du monde factuel, avec les statistiques. Et il parle très bien de tout ça et c'est marrant parce que le livre est sorti il y a 2 ans, je crois, et il listait quelques véritables dangers dont les gens étaient parfois au courant et parfois pas. Il parle bien sûr du réchauffement climatique, qui est pour lui l'une des priorités absolues dont il faut se préoccuper. Et c'est intéressant parce qu'il parle également d'une pandémie, qui est également l'une des priorités absolues dont il fallait se préoccuper. Il en parlait il y a 2 ans. Et il rejoint Bill Gates là-dedans. Et là, je vous donne quelques exemples qui vous parlent, mais vraiment, Factfulness regorge de ces choses-là, et c'est une manière de voir les choses, le monde, la réalité, qui est essentielle pour comprendre les choses et pas se baser sur des ressentis ou des impressions ou des a priori. Factfulness, alors pour ceux qui nous écoutent. Troisième et dernière question, Patrick, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Je dirais pas que ça me vient souvent à l'esprit, mais il y a
je suis sûr que c'est quelque chose que tu connais. Le discours, c'est l'inauguration de Stanford de Bill Gates. L'une des choses sur laquelle il insiste énormément dans ce discours, qui est fantastique, qu'il faut aller écouter, c'est comme on comprend les choses qui ont de la valeur dans notre parcours personnel et professionnel, on ne les comprend qu'après coup. On ne peut connecter les points en une ligne qu'après coup. Donc je pense que je t'ai mélangé avec mon Bill Gates. Du coup, c'est Steve Jobs, le discours d'inauguration. C'est ça dont tu parles. J'ai dit Bill Gates, pardon. J'ai dit Bill Gates. Ouais, excuse-moi, oui. C'est Steve Jobs. Ouais. C'est Steve Jobs, bien sûr. Bah, comme ça, tu vois, on aura cité les deux, c'est bien, les frères ennemis. Il y aura pas les fans de Apple ou les fans de Microsoft. C'est bon, on était bien objectifs. Pas de jaloux. Patrick Béja, il a parlé que de Microsoft. C'est ça, ouais. Mais oui, donc ce discours de Steve Jobs, son expérience à faire de la calligraphie à l'université l'a amené à créer les polices de caractère sur le premier Mac, c'est ça? Exactement, ouais. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au fait de faire des choses si on en a envie. C'est que oui, il peut y avoir des choses qui n'ont aucun sens ou qui n'ont pas, tu vois, dans notre plan de vie où je vais faire un podcast sur World of Warcraft. Par exemple, tu vois, ou comment aurais-je pu savoir où ça allait me mener, mais ou aller au Japon, tu vois, ça a beaucoup joué aussi. Et donc, il faut tenter des choses, rester raisonnable. Je suis pas en train de dire de tout balancer en l'air et d'abandonner votre vie et de prendre des décisions dangereuses. Mais ouais, et on ne sait que après coup. Et moi, tu vois, je me retrouve ici à vivre au milieu de la forêt en Finlande par -20, alors que je suis né au Liban 2 ans avant la guerre. Comment j'aurais pu savoir où les choses allaient me mener? Tu peux pas savoir, tu peux pas faire de gros plans sur ta vie. Et je dirais même que si tu sais à 25 ans où tu seras à 70, peut-être qu'il y a des gens que ça tranquillise, mais moi je pense que c'est pas forcément la meilleure manière d'appréhender les choses, quoi. Donc ce qui te reste là-dessus en matière de plan, c'est d'essayer de voir ce que tu peux gagner comme expérience, comme compétence, comme outil, comme option, comme connexion qui vont te permettre ensuite de construire quelque chose sans savoir exactement ce que ça va être, mais tu peux te dire, moi c'était quelque chose que mon père m'avait dit, je me souviens quand c'était mon tout premier stage en fait. Ça n'a pas de sens de choisir ton tout premier stage en te disant qui va me payer plus, parce que de manière en stage, tu ne vas pas gagner beaucoup, donc ça ne servait à rien. Et c'était plus de dire voilà, lequel va avoir le plus d'intérêt ou va t'ouvrir le plus d'expériences intéressantes pour la suite, parce que finalement, c'est pour ça que tu es là. C'est pour. Ouais. Et effectivement, je pense que ça se généralise pas mal, quoi, finalement. Qu'est-ce qui va t'apprendre des trucs, des bonnes compétences, des bonnes connexions, des bonnes expériences qui t'ouvrent les portes ensuite. Tu ne sais pas quelles sont ces portes, mais au moins, tu te dis j'ai des outils, quoi. Je dirais que oui, c'est vrai, mais c'est encore un regard qui est un petit peu trop utilitariste sur la chose. Okay. Moi, je dirais que tu peux pas savoir ce qui va te servir tout court. Si tu penses à quel est le stage qui va le plus me servir, oui, ok, mais peut-être que c'est pas un stage qui va te servir. Peut-être que c'est le fait d'aller faire de la musique avec tes potes pendant 1 an dans les rues de Bayonne, tu vois, et sans penser à ton avenir. Peut-être, j'en sais rien. Et peut-être que c'est la pire connerie que tu feras. Mais encore une fois, quand on pense, moi je commence à avoir un certain âge et je continue à faire des conneries et des trucs un peu fantaisistes parce que je peux encore. Mais surtout quand t'es jeune, surtout quand t'as pas de responsabilité, il faut faire des conneries, parce que si tu les fais pas à ce moment, quand tu vas... Et le problème, c'est que si tu fais pas tes conneries à 25 ans, ou à 20 ans, tu vas te retrouver à 40 ou 45, à être coincé, à détester ton mari et tes enfants, j'espère pas, mais peut-être à être mécontent de ta vie, et te dire ah merde, j'ai raté quelque chose, il faut que c'est là les crises de les midlife crises, tu vois, les crises de la quarantaine ou de la cinquantaine. Donc ouais, je sais pas si c'est très raisonnable ou sérieux ou compréhensible ce que je dis, mais il y a beaucoup de ça dans mon... J'ai fait, moi, tellement de choses qui n'avaient aucun sens et qui, au final, m'ont servi, que je ressens ce qu'avait senti Steve Jobs. Tu vois, Steve Jobs,
il était en train de faire son discours à Stanford et il a regardé dans la caméra, il a regardé dans mes yeux au fond de mon cœur, il me parlait à moi. C'est ça qui s'est passé. Donc ouais, ça m'a beaucoup parlé. Et un autre conseil, achetez 7 t-shirts, 7 caleçons, 7 paires de chaussettes exactement identiques. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous emmerder. C'est beaucoup plus important que tout ce que j'ai dit avant. Oubliez tout le reste. Vous achetez 7 fois les mêmes. Et comme ça, vous vous emmerdez pas à choisir le matin quand vous vous levez. C'est aussi un truc que faisait Steve Jobs. Et c'est beaucoup plus simple. Moi, ça m'a simplifié la vie. Écoute, c'est un incroyable conseil pour boucler cet épisode. Merci Patrick d'être venu partager ça avec nous. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez l'habitude de m'écouter, vous voyez venir mon prochain appel à l'action, c'est bien sûr la formation gratuite « Comment construire une audience qui achète ». C'est une formation sur comment est-ce qu'on choisit un sujet, comment est-ce qu'on crée ce contenu, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on monte les choses pour pouvoir développer une audience. Patrick a toujours fonctionné sur du financement participatif, ce qui est une manière assez efficace de faire mais qui prend assez longtemps. Moi, j'ai toujours plus été sur l'idée de je veux monter un contenu qui va donner envie aux gens d'acheter mes produits et services. Si c'est plutôt vers cette direction que vous voulez vous diriger, la formation va vous aider à comprendre comment est-ce que vous allez trouver votre idée, votre audience, votre contenu, comment capturer les emails de ces personnes, comment trouver des produits à leur vendre, etc. Une approche différente, peut-être un peu plus rapide si vous passez par la vente de produits, mais sinon qui peut être complémentaire. Patrick dit lui-même que c'est important d'avoir différentes sources de revenus dans une entreprise et je suis assez d'accord avec lui. C'est totalement gratuit. Le lien, c'est marketingmania.fr/audience pour la formation gratuite Construire une audience qui achète. Pour ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.